Donc bonjour à tous, bienvenue donc sur le stand décarbonation pour une séance de pitch. Cette séance elle est dédiée à des solutions pour construire une usine durable. Donc avec écoutez, trois intervenants donc dans trois domaines un peu différents, donc vous allez voir. Donc très brièvement, donc moi je suis BPI France, je suis Eric Béma. Je travaille à l'accompagnement de BPI France et je suis donc dans l'équipe expertise décarbonation climat. Voilà. Et donc on a sélectionné pour vous trois entreprises qui nous paraissent un peu emblématiques et intéressantes pour les problématiques donc sur l'usine durable. Mais je ne perds pas davantage de temps, je passe la parole à Romain. Donc bonjour, je me suis préparé un petit papier parce que j'ai la fâcheuse tendance à digresser. Ça, je serai concis et on va tenir les 5 minutes. Donc je profite de ce court moment pour vous présenter Essensed, notre solution d'éco-conception. Notre objectif est de dynamiser votre performance industrielle par une conception consciente et responsable. Nous souhaitons également inscrire cette approche dans les habitudes et le quotidien de chacun. Ce qui nous intéresse, c'est la performance complète de l'entreprise, la profitabilité, la compétitivité, mais également la réduction d'empreinte écologique pour répondre aux attentes des consommateurs et à la législation. Excusez-moi. Donc je me présente rapidement, je suis Romain Charrère, je conçois des produits industriels depuis plus de 20 ans, je suis ce qu'on appelle un designer. Je suis le fondateur de Essensed et le directeur fondateur de l'agence de design Style & Design. J'ai la conviction que la performance environnementale et la performance économique se rejoignent et je suis également convaincu que c'est ensemble et avec la créativité et l'expertise de chacun que nous allons atteindre l'objectif de transformation de l'industrie dans nos objectifs environnementaux. Je vous présente Essensed qui s'articule autour de deux modules. Donc Essensed s'adresse à l'industrie manufacturière. Le premier module est un module d'analyse du système de vie complet et de la carbonation de votre système produit-process. Il vous permet de décomposer en matière, en approvisionnement, en logistique, en usage, en déchets, en matière, qui vous permet de créer des indicateurs simples et connectés à votre entreprise. Ce qui nous intéresse, c'est votre entreprise. Allô, oui. C'est votre entreprise. Et donc, c'est à partir de vos données numériques et de vos données qu'on construit cette analyse. Le deuxième module, c'est un module d'éco-conception qui vous permet de simuler les améliorations, qui vous permet de piloter vos projets à partir d'indicateurs simples et de construire vos stratégies. Je vous présente quelques exemples de l'utilisation des deux modules qui nous permet à la fois de faire de l'analyse de cycle de vie complet du système produit-service et les améliorations qui vont de pair. Donc, sur ce premier exemple qui est un siège aéronautique, une coque de siège aéronautique, ce qui nous intéresse, c'est de modifier les usages et de redéfinir les fonctions en fonction des usages. Et donc, on atteint une réduction de la masse et des émissions de CO2, ainsi qu'une valorisation du produit sur sa fin de vie. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a bien aligné les matériaux, les fonctions aux usages. Et on est sorti un petit peu des habitudes industrielles qu'avait notre client. Sur cet exemple de bateau, nous n'avons pas modifié le système industriel, nous n'avons pas modifié les matériaux. On a augmenté la valeur client. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste modifié la manière dont les pièces s'assemblent ensemble. Et donc, on a pu réduire la masse, réduire les coûts et réduire les émissions. Donc là, on est plutôt dans un principe d'optimisation de la conception, et ce qui nous a permis d'atteindre cet objectif. Un autre exemple de produit de grande consommation. Donc ici, nous avons conçu le produit pour optimiser la logistique, donc éviter le transport logistique. Et grâce à cette approche, en réduisant aussi la diversité des matières et tout le système d'approvisionnement de matières, on a économisé 130 kg de frais, on a diminué le PRF et on a évité d'émettre du CO2. C'était une présentation très courte, c'est un pitch de 5 minutes. En tout cas, j'espère vous avoir montré qu'il y a plein d'opportunités à l'éco-conception, que l'intérêt c'est d'avoir des outils, des indicateurs qui vous permettent de prendre les bonnes décisions. Nous, ce qu'on prône, c'est pas
ce qu'on prône, c'est d'avoir une approche extrêmement pragmatique, sereine et optimiste sur la transformation de l'industrie. Je vous remercie. Si vous avez quelques questions, merci. Oui. Alors, comment un designer s'adapte? Alors, c'est le job des designers de s'adapter. Ça fait des années qu'on intègre des contraintes dans notre métier. On dessine avec de la qualité, on dessine avec les coûts, on dessine dans un système industriel. Aujourd'hui, ça, c'est une nouvelle donnée. Donc, on l'intègre comme une nouvelle donnée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas que ce soit une contrainte, mais plutôt une opportunité. Notre job, et un designer ne fait rien tout seul. Il a besoin d'ingénieurs, il a besoin de bureaux d'études, il a besoin d'achat, de logistique, etc. Nous, notre job, c'est de créer la brèche et de montrer qu'il y a des opportunités. Quand je parle de design, c'est autant s'intéresser, et c'est une nouvelle manière d'aborder notre métier aussi. C'est pas simplement la forme, c'est pas simplement la finition, c'est aussi l'usage à proprement dit du produit. C'est tout ce qui se cache derrière, tout le système qu'il y a derrière. Envisager la fin de vie, quelque chose de nouveau, hein, on est quand même les premiers de la surconsommation. Donc aujourd'hui, il y a quand même une nécessité de responsabilité du designer. Quand je parle de designer, c'est vraiment le moment de conception, le moment des... Voilà. Donc c'est normal. Je suis sûr que demain, il y aura encore plus de contraintes ou d'opportunités qui se créeront. On travaille aussi beaucoup sur les business models. Ça, c'est nouveau pour nous. On le fait depuis une dizaine d'années. Mais notre job de designer, c'est aussi travailler sur les modèles. Si vous avez d'autres questions, non? Ok, ben je vous remercie. Je laisse la parole au prochain pitcher. Merci. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Nofem Miladi, je suis le CEO de Leviathan Dynamics. Je vais partager avec vous en fait des solutions pour pouvoir fabriquer du chaud et du froid durable et aussi de rallonger le cycle de l'eau et dans son usage dans une usine. Nous sommes une start-up qui est dans la deep tech. On s'appuie sur la science, sur les outils de simulation et les nouveaux moyens de production pour nous permettre de... Je vais essayer de crier plus fort. Pour nous permettre de fabriquer des compresseurs centrifuges qui fonctionnent avec de la vapeur d'eau sous vide et qui tournent à très haute vitesse. Nous sommes basés à La Courneuve. Notre équipe est constituée de 11 personnes aujourd'hui. On était 4 début d'année dernière. Et on est soutenu par Time for the Planet comme étant une des premières entreprises pour combattre les gaz à effet de serre. Quand on parle de gaz à effet de serre, il faut savoir qu'il se compose essentiellement de CO2. Il y a du méthane, mais nous, on va se consacrer essentiellement aux gaz fluorés, qui sont des gaz très utilisés pour les machines qui font du chaud et du froid, et qui s'échappent de ces machines, qui vont monter là-haut dans l'atmosphère et qui vont augmenter en fait le réchauffement global. Donc, en tant qu'utilisateur, en fait, vous devez savoir qu'il y a des caractéristiques de ces gaz qui sont à base fluorée, qui sont des gaz éternels quelque part, qui sont des gaz de synthèse. Et on n'a pas 100 ans devant nous, parce que comme vous voyez sur ce tableau, on parle de GWP sur 100 ans, on n'a pas 100 ans devant nous. Donc si on ramène ça sur 20 ans, même les gaz qui sont demandés aujourd'hui dans la F-gaz, qui sont meilleurs au niveau de leur GWP, on les retrouve avec des 1700 par exemple. 1700 par exemple pour le gaz qui se trouve, le R513 par exemple, ça veut dire que quand 1 kg de ce gaz, quand il s'échappe, c'est l'équivalent de 1500 kg de CO2. Donc c'est énorme. Donc la réglementation, elle est intéressante pour être en conformité. Nous, ce que nous souhaitons, c'est de sortir de la conformité pour faire quelque chose de mieux tout de suite. Les derniers gaz qui sont les HFO qui sont proposés dans les nouvelles machines ont un impact sur la contamination des nappes phréatiques et de l'eau, parce que ce sont des molécules qui vont se faire piéger par les nuages et qu'on retrouve dans les nappes phréatiques. Donc nous, comment on fait? On va fabriquer un compresseur centrifuge. Dans sa configuration mono-étage, j'en parlerai à la fin de cette présentation, on va s'en servir pour faire des machines, pour faire du traitement d'effluents, pour pouvoir réutiliser l'eau qui est souillée dans les processus industriels des usines. Quand il est dans sa configuration biétage, on va s'en servir d'un schéma de thermodynamique classique, dans un circuit fermé. On va utiliser de l'eau et on va innover en apportant ce compresseur que vous voyez en milieu de ce schéma. Concrètement, on va simuler le fonctionnement de différentes roues que vous voyez ici, qu'on va intégrer dans des compresseurs et on intègre après dans des machines. Donc cette machine que vous voyez ici, c'est concrètement celle-ci, on l'a installée il y a 1 mois en Guyane. Il y a un projet pilote avec la Ariane Group et qui est
capable de pouvoir produire de l'eau glacée à 7 degrés avec de l'air à 35 degrés et qui a deux intérêts. Le premier, c'est d'avoir un coefficient de performance supérieur à des machines qui sont sur le marché. Et le deuxième, c'est de consommer moins d'électricité. Vous voyez ici l'axe température qu'on est capable d'adresser aujourd'hui, de produire de l'eau qui est certes avec du froid positif. Donc on produit de l'eau glacée par exemple à 7 degrés pour faire des groupes froids qui sont utiles dans les usines. On est capable de fabriquer bien sûr des climatiseurs, des pompes à chaleur et des pompes à chaleur réversibles. À partir du moment où on est dans un système de thermodynamique, on est capable de faire du chaud et du froid. Les puissances qu'on est capable d'atteindre sont décrites dans le tableau juste en dessous. Sachez qu'on est en train de monter en puissance pour aller chercher les 150 kW thermiques. Pour finir, les évapoconcentrateurs que nous fabriquons sont des machines comme celles que vous voyez ici. On est capable de prendre un effluent, de pouvoir le nettoyer, de reproposer 90% de cette eau qui est redevenue intéressante pour être réutilisée dans un site industriel et de pouvoir éliminer le besoin de faire des traitements qui sont très lourds au niveau des gaz à effet de serre. Par exemple, c'est des machines qu'on a installées, celle-ci, elle fait partie de 3 machines qu'on a installées chez un fabricant dans l'aéronautique. Ça permet d'éviter d'émettre 100 tonnes de CO2 par an. Merci pour votre attention. Quelle est la différence de coût entre une solution classique avec des gaz à effet de serre et votre solution sur la génération de froid? Merci pour cette question. Alors, quand on innove et quand on commence à pratiquer, en fait, à produire des machines en unité, on ne va pas être compétitif vis-à-vis d'un Tran ou d'un Carrier qui sont là, qui fabriquent des machines par million. Donc, on a en fait une économie d'échelle qui va se mettre en place. Il faut savoir qu'en fait, il y a le CAPEX, il y a le OPEX. Et dans l'OPEX, on a une réduction immédiate sur la facture énergétique. Et aujourd'hui, les dirigeants, ils ont besoin de solutions pour pouvoir réduire la facture énergétique. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième, c'est comment on fait pour la trajectoire carbone 2030. Donc là, toute la partie extra-financière et toute la partie engagement sociétal d'une entreprise vont être prises en compte dans le calcul d'un payback. Donc aujourd'hui, on est plus cher, forcément. Mais avec le temps, on va... Le ratio, en fait, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. La machine que vous avez vue sur ma présentation, elle va être au double d'une machine équivalente. Donc notre client nous a fait confiance. Il a dit, OK, ça coûte 2 fois plus cher. On sait que c'est une fabrique à l'unité. Par contre, à terme, on va avoir des prix qui seront intéressants. Bonjour. Quels sont les marchés visés? Parce que tout le monde utilise de l'eau, toutes les industries en utilisent. Personnellement, bon, je suis dans l'industrie textile. On est clairement les premiers consommateurs d'eau. Est-ce que ça peut être utilisé aussi en Tout à fait. Merci pour cette question. En fait, on a toujours du mal quand on se présente Leviathan Dynamics pour cocher une case, parce qu'en fait, on est transversaux, on est partout. Le chaud et le froid, on va l'utiliser partout, et le traitement des effluents se retrouve partout. Effectivement, l'industrie textile est un des marchés qui sont intéressés par notre solution. On travaille dans la chimie, on travaille dans la pharma, on travaille dans la mécanique. À chaque fois qu'on va prendre de l'eau, plutôt que de la prendre, de l'utiliser, de la souiller, de la jeter, l'idée c'est de se poser la question, surtout quand on est dans des tailles intermédiaires, on n'a pas la chance d'avoir une station d'épuration. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler avec des eaux qui ont été souillées, de pouvoir faire avec le système donc, de compression mécanique de vapeur, de récupérer en fait cette eau. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va arriver en phase d'évaporation avec des températures très basses, puisqu'on est en fait en travail sous vide. Et donc on n'a pas besoin d'attendre d'arriver à 100 degrés pour pouvoir évaporer l'eau. On va pouvoir l'évaporer à 15 degrés et on va pouvoir faire quelque chose d'assez efficace pour pouvoir à ce moment-là avoir que le concentrat à utiliser. Dans certains cas, le concentrat peut être aussi valorisé. On a des cas dans l'agroalimentaire. La partie organique, elle peut par exemple servir à un méthaniseur par exemple. Et donc à ce moment-là, tout est valorisé. Bonjour, peut-être question hors cadre, mais est-ce que ça peut aussi servir à désaliniser l'eau? C'est clair que techniquement, bien sûr, on peut avoir des opérations de désalinisation. Après, la question, c'est de dire, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on veut minimiser la consommation de ressources pour obtenir quelque chose d'utilisable. Bien sûr, après l'étape finale que je vous ai montrée dans ma slide, il faut rajouter d'autres étapes, donc d'autres briques technologiques pour amener cette eau-là pour qu'elle puisse, par exemple, devenir potable.
Nous, aujourd'hui, on fait exprès de pouvoir utiliser le minimum de ressources pour pouvoir obtenir quelque chose de réutilisable et non pas de rajouter plein de technologies pour pouvoir justement avoir quelque chose de très sophistiqué. Il faut faire quelque chose de simple. Mais la question, oui, ça peut être une première étape. Aujourd'hui, il se trouve que des solutions, par exemple, de traitement d'eau avec de l'osmose inverse, par exemple, va obtenir des résultats plus rapidement. D'accord ? Mais dans certains cas de figure, ça peut être une solution. Alors, notre gamme qu'on a développée aujourd'hui, elle va commencer à 20 litres par heure au niveau des traitements de ces effluents. On va monter jusqu'à 640, donc ça en standard. Et on a des sujets sur lesquels on nous pose des questions pour aller au-delà des 640 litres par heure. Mais ça représente déjà quelques mètres cubes à traiter. Hein. Alors, ce que nous faisons, et donc je conclue là parce qu'il faut que je passe la main, mais on peut rester en contact et je peux aller plus en détail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir se rassurer par une étude initiale de faisabilité. Donc on reçoit un échantillon, on fait une étude gratuite initiale qui permet à chacun de pouvoir faire un essai, de comprendre quelle est la qualité de l'eau qu'il va obtenir à la sortie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pour nous et pour notre client, pour se rassurer, pour dire que la technologie est capable de répondre à son besoin. Bonjour à tous, je suis Laurent, le cofondateur et dirigeant de la société SAMP. Il y a quelques années, je travaillais dans une centrale française et j'étais impliqué dans un accident industriel mortel. Et tristement, la cause était assez classique. C'était un sous-traitant qui travaillait sur la base de vieux plans papier, pas à jour de l'installation. Et donc, il n'avait pas connaissance d'une canalisation de gaz à haute pression. Il a heurté avec les conséquences qu'on peut imaginer et qu'on voit à l'image. Quelques années plus tard, je travaillais sur un projet de passage à la biomasse d'une centrale charbon au Royaume-Uni. Après avoir dépensé quelques millions d'euros et passé de nombreux mois à faire le design du passage à la biomasse et le projet d'ingénierie, et systématiquement, quand on allait sur site pour vérifier, c'était exactement l'inverse de ce qu'on pensait, parce que les plans n'étaient pas à jour, parce que le référentiel de l'installation, qui datait d'il y a 20 ans, était complètement obsolète. Et aujourd'hui, c'est ça. La réalité de l'industrie, c'est que c'est encore beaucoup de papier, la vieille documentation qui date du design d'il y a 10, 15, 20 ans. Et donc la vraie question, c'est comment on va transformer l'industrie alors qu'on ne sait même pas ce qu'on a sur nos sites aujourd'hui. Donc je parle à tous les gens qui exploitent des sites industriels. La vérité du terrain, elle est là aujourd'hui. Et donc ce qu'on voit quand on va sur les sites, voilà, c'est qu'aujourd'hui, tous nos clients, donc c'est les opérateurs de l'eau, de l'énergie, du textile ou autre, nous disent qu'il y a au moins 20% de leur site industriel dont ils n'ont pas connaissance. Parce qu'un site industriel, ça vit au quotidien, c'est en permanence en train de faire de la maintenance, des modernisations, parce que les réglementations évoluent, parce qu'il y a des choses à changer. Et donc aujourd'hui, ils opèrent leur site au moins 20% à l'aveugle. Donc quand on parle de magnifiques projets de changement d'échelle, d'hydrogène, de passage à des systèmes moins polluants, et déjà il faut se poser la question de comment on va faire ça sur le terrain. Donc chez SAMP, on adresse ce problème-là spécifiquement, qui est un vieux problème industriel, en créant ce qu'on appelle une réalité partagée du site. Alors comment on fait ça? C'est très simple. On se base sur une technologie qui a énormément évolué ces dernières années, qui est le scan 3D. Aujourd'hui, scanner un site 3D, c'est quelqu'un qui se balade avec une sorte de sac à dos futuriste qui scanne le 3D. Un site, ça prend une demi-journée ou une journée pour les plus gros sites. On récupère ce scan 3D du site et on prend tous vos vieux plans papier pas à jour, les schémas de fonctionnement, les PID pour ceux à qui ça parle et autres. Et on vient avec de l'intelligence artificielle automatiquement trouver dans le scan 3D tous les équipements, les pompes, les vannes, les tuyaux, échangeurs de chaleur et ainsi de suite, les compresseurs comme on l'a vu là. Et on vient faire la même chose dans vos vieux schémas de fonctionnement, dans vos vieux plans, et on vient aligner tout ça pour montrer toutes les différences. Donc ce qu'on vient faire, en fait, on vient montrer la poussière sous le tapis de vos sites industriels. Et ça, ensuite on l'expose dans une plateforme web pour tous vos utilisateurs qui vont devoir préparer les chantiers de maintenance, des chantiers de modélisation, le passage à de nouveaux systèmes. Et donc c'est une technologie qu'on appelle nous en interne le Netflix de la 3D industrielle, c'est-à-dire qu'on vient faire du streaming de votre site en 3D en alignant les plans qui ne sont jamais à jour et la réalité actuelle du terrain aujourd'hui. Et à quoi ça ressemble? On va vous montrer tout de suite une autre. Voilà. Ça ressemble à ça si la vidéo se lance. Vérifier.
Bon, la vidéo n'a pas l'air de se lancer, c'est dommage. Donc c'est une... voilà. Donc ça ressemble à ça, bon, dommage, ça sera juste une image, pas une vidéo. Donc vous avez ici le scan 3D de l'installation. Donc on peut se balader directement dans la 3D comme on ferait sur le vrai site. Et quand on va cliquer sur un équipement, il va automatiquement trouver dans le schéma de fonctionnement quelle est cette pompe, quel est ce tuyau, et montrer tous les écarts. Et donc comment nos clients l'utilisent au quotidien, dès qu'ils vont préparer une maintenance, dès qu'ils vont passer à un changement de système, comme on a vu avec Leviathan Dynamics par exemple, qui ont besoin de mettre un nouvel équipement en place, les exploitants, les ingénieurs vont se connecter à la plateforme, vérifier ok, qu'est-ce que je dois changer comme équipement, prendre des mesures en 3D, vérifier, alors s'il faut que je change cet équipement, il faut d'abord que je ferme ces X vannes en amont, quelle est la dernière date d'inspection et ainsi de suite. Donc plutôt que de préparer ça sur la base de vieux schémas papier et quand j'arrive sur site, c'est pas comme j'avais prévu, là la promesse de SAMP, c'est 0 mauvaise surprise sur site. Quand j'arrive sur site, comme j'ai tout préparé sur la base du site virtuel, de mon jumeau numérique, comme on dit souvent, on arrive sur site et ça se passe exactement comme prévu. Donc aujourd'hui, les retours qu'on a de nos clients, donc nos clients, c'est des gens comme Suez, comme Engie, comme Veolia, ces gens-là, ils gagnent jusqu'à 30 ou 40% de réduction sur tous leurs projets de modification. Dès qu'ils ont une maintenance ou un projet d'ingénierie à faire, sur la base de ce jumeau numérique, ils gagnent en temps et en qualité par rapport à la livraison de ce projet. Voilà. C'est très frustrant d'avoir une image et pas une vidéo, parce que la vidéo est très parlante, mais bon, je crois que on s'en tiendra là, à mon avis, aujourd'hui. Ça a l'air d'être transformé en PDF. Voilà, donc en résumé, la conviction de SAMP, c'est que pour transformer l'industrie, il faut déjà s'approprier ses propres sites, parce que ça commence et ça finit sur le terrain, une transformation. Aujourd'hui, on peut faire des diagnostics, on peut faire des relevés d'émissions de gaz ou autres. À la fin, il faut changer quelque chose physiquement sur le terrain. Et pour faire ça aujourd'hui, la réalité, c'est que l'industrie elle a besoin de connaître ses propres sites. Et quoi de mieux que de partir du terrain avec de l'intelligence artificielle, des scans 3D, pour pouvoir mettre à jour son site au quotidien. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, j'avais une petite question par rapport au coût, parce que c'est quand même assez coûteux de faire tout ce qui est maquette numérique, par rapport, même si les plans papier sont à jour. Donc, est-ce que les clients arrivent à trouver les budgets pour, comment est-ce que vous faites au niveau business model, voilà. Alors, merci pour la question. Effectivement, c'est refaire en 3D, modéliser en 3D un site, c'est très coûteux. Nous, justement, c'est pas ce qu'on fait. On prend le scan et c'est l'intelligence artificielle qui vient automatiquement trouver dans le scan les équipements. Donc elle rend le scan intelligent, c'est pas de la remodélisation, c'est pas envoyé je sais pas où au Madagascar ou en Inde pour remodéliser en 3D, c'est directement l'intelligence artificielle qui vient trouver. Donc nous, un site comme ça, en 2 semaines, c'est déployé. Et donc le prix, pour donner un ordre de grandeur de prix, c'est parce que je pensais pas le faire ici, mais c'est pas grave, fait quelques euros par équipement. Voilà, sur un site qui a 1000 équipements, voilà, en quelques milliers d'euros, vous avez votre abonnement et vous avez accès à votre site. Donc c'est un autre ordre de grandeur qu'effectivement refaire un modèle type BIM ou autre, comme on voit beaucoup aujourd'hui, qui est très coûteux. Là, c'est une autre approche, on part d'un scan qui prend une demi-journée et l'IA s'occupe du reste. Voilà. Bonjour, quelle différence vous faites entre le BIM et le scan 3D ? Alors, le BIM au sens littéral du terme, c'est plus une philosophie. C'est comment avoir un référentiel à jour de son site. Nous, on est anti-BIM quand c'est de la maquette 3D. Avant de le fonder SAMP, j'étais chez Dassault Systèmes, donc je connais bien ces systèmes-là. Et c'est effectivement très coûteux. Et le problème du BIM, c'est que c'est un très bon outil en design, conception. Par contre, en opération, dans l'industrie, personne ne tient une maquette BIM à jour. Donc au bout de 6 mois, la maquette elle est obsolète parce que le site il évolue et personne ne tient sa maquette à jour. Alors que là, avec notre solution, je ne peux pas le montrer dans la démo, je suis désolé, mais vous changez quelque chose sur le site, vous refaites une vidéo ou quelques photos autour de l'équipement que vous avez changé, vous l'uploadez sur la plateforme et la 3D est déjà à jour. Parce que c'est de la capture de site. Donc la maquette est en permanence à jour, parce que justement, ce n'est pas de la remodélisation. Donc voilà, le BIM, pour nous, c'est un outil puissant de design conception, mais pas en opération. En opération, il faut partir du terrain, parce que c'est la seule chose qu'on peut croire, c'est le terrain lui-même. Voilà. Oui, bonjour. Quand vous avez fini les modifications, vous prenez des photos et ça se remet directement. Vous uploadez les photos dans la... Alors pas dans le BIM, mais dans la maquette. Et la maquette va se remettre à jour automatiquement. Donc vous n'êtes pas obligé de repasser par derrière. Non, exactement. L'avantage, c'est que comme on ne remodélise pas, vous prenez des photos sous différents angles. Et c'est ça s'appelle la photogrammétrie. Et ça reconstitue la 3D. Mais n'importe quel smartphone est capable de le faire maintenant. Et nous, on vient faire une sorte de coupé-collé dans l'ancien nuage de points, dans l'ancienne 3D.
ça vient remplacer l'équipement. Donc littéralement quelques minutes ou quelques heures après les travaux, vous avez déjà un référentiel 3D à jour. Plutôt que d'attendre un an qu'un sous-traitant d'ingénierie fasse la mise à jour de la maquette. Bonjour. Là, vous avez du coup le scan 3D plus le schéma. Est-ce que du coup, vous pouvez faire apparaître aussi les mesures qui se font en temps réel sur le schéma? Alors c'était dans la démo malheureusement, mais oui. Une fois qu'on a fait le lien entre la 3D et le schéma, du coup on a l'identifiant unique de l'objet, ce qu'on appelle souvent le repère fonctionnel dans l'industrie. Et de là, on peut aller chercher les informations du data historian, de la GMAO, enfin de tout votre système d'information. Qu'est-ce que je connais sur la pompe P103? Bah, je sais que voilà, derrière la date d'inspection chez temps, ou les données de fin de course, de pression, d'habit température, je peux les afficher dans la 3D, ouais, tout à fait. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et puis, je crois que je suis le dernier à parler, je crois. Je suis le dernier à parler, je crois. En fait, j'avais peut-être une petite question. Vous avez un exemple de client qui a utilisé cette technique dans une action de décarbonation, Alors, c'est un peu le cas de tous nos clients. On a par exemple le cas de Storengy, qui est une des business units d'Engie, qui utilise la solution pour pas mal de cas d'usage, dont un, c'est la réduction des émissions de méthane. Le méthane, c'est un énorme sujet, ça a été évoqué par mon collègue juste avant. Donc voilà, identifier quels équipements émettent du méthane, comment réduire ça. Donc aujourd'hui, ils ont des dashboards qui disent voilà, qu'est-ce que j'émets comme méthane. Et grâce à ça, maintenant, ils savent mettre les plans d'action en disant voilà, qu'est-ce que je vais changer comme équipement, où est-ce qu'il y a des fuites à réparer, tout ça. Donc c'est un exemple. Suez l'utilise aussi dans ses appels d'offres pour dire voilà, je vais changer le traitement de mes effluents ou autres dans mon usine. Donc c'est un des gros cas d'usage, effectivement, rendre actionnables les diagnostics, notamment les diagnostics faits par VPI, concrètement sur le terrain. Oui, bah c'est dans le secteur de l'eau. Suez est un de nos plus gros clients. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un de nos deux gros segments aujourd'hui, c'est l'eau et l'énergie. Voilà. On commence à travailler dans la chimie et dans l'agro, mais nos gros clients, c'est l'eau et l'énergie. Ouais. Très bien, merci.